pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du lundi avec notre déchiffreur Mathias Bacchino de Trade Republic est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine. C'est sympa bonjour de venir encore chez nous maintenant que vous êtes devenu une star des grands médias. Et puis Gustave Colbert est aussi au rendez-vous comme tous les lundis. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Merci aussi d'être encore avec nous. Vous êtes le cofondateur de Colbert. On est dans l'univers de la banque privée. On est dans l'univers de l'argent avec vous deux. On parle de notre épargne et on parle en tant qu'Européens comme on aime bien le faire le lundi avec pédagogie. Et on va parler de la volatilité qui nous concerne tous. Ça n'est pas un gros mot. Ça n'est pas un gros mot des marchés. Il y en a partout. Ah oui, là, c'est le moins qu'on puisse dire. L'actualité est chahutée. Et donc, on peut anticiper que dans les jours qui viennent, la volatilité, c'est-à-dire la capacité des marchés à bouger plus ou moins fortement, risque d'augmenter. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu récemment, d'avoir une forte volatilité, puisque les marchés étaient plutôt dans une tendance haussière de long terme, là. Mais on a beaucoup d'actualités. On a des tensions géopolitiques inédites. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant d'incertitudes. On a des données économiques américaines qui sont changeantes et potentiellement inquiétantes sur la capacité des consommateurs américains à soutenir l'économie américaine dans les mois qui viennent. On a des élections en Allemagne, de l'instabilité politique en France, une crise des retraites. On a énormément de facteurs qui peuvent jouer. Et on a bien sûr l'éléphant dans la pièce, qui sont les résultats de Nvidia mercredi, qui après le choc sismique de DeepSeek il y a quelques semaines, vont évidemment faire bouger d'une manière ou d'une autre les marchés, dans un sens ou dans l'autre. Je rajoute que vendredi, on aura une petite note française aussi. En plus, et qu'on a par ailleurs vendredi des chiffres de l'inflation aussi américaine qui sont très attendus. Donc, il y a un analyste américain qui disait vendredi que le narratif de l'IA et du protectionnisme avait été dépassé par le narratif de l'incertitude. Et que l'incertitude, particulièrement sur les marchés américains, est aujourd'hui le premier facteur, visiblement. Donc, quand on a beaucoup d'incertitudes, eh bien, on risque d'avoir des réactions erratiques des marchés. Et si on a des fortes réactions des marchés dans un sens ou dans l'autre, il y a des bonnes pratiques pour les particuliers qu'on peut donner. La première, c'est que dans les périodes incertaines, c'est sûrement pas le moment de céder au FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une opportunité. Deuxième conseil évident qu'on peut donner aux particuliers qui nous écoutent, c'est que on réduit les tailles de position. C'est-à-dire si vous prenez une position dans un environnement très incertain qui bouge beaucoup, réduisez sa taille. Pensez à utiliser des ordres stop aussi sur vos positions. Ça peut les protéger en cas de forte variation. Donc, adoptez son investissement au contexte, c'est particulièrement important, surtout quand il y a de la volatilité, comme c'est probablement le cas dans les jours qui viennent. On va continuer à parler d'ailleurs d'options, de call et de put dans les prochaines semaines dans cette émission, parce qu'un petit peu de pédagogie sur comment assurer vos portefeuilles ne ferait de mal à personne. Gustave, comment vous répondez à ce que nous dit Mathias et pour paraphraser Chris Williamson, puisque c'est lui dont vous parliez, Mathias, chez S&P Global, l'incertitude est le nouveau discours des investisseurs. Effectivement, l'incertitude est partout, c'est un peu le sujet, c'est qu'elle est au niveau géopolitique, Mathias l'a dit, au niveau de défense, chez nous, Européens, c'est clairement un point important, puisque les budgets de défense sont attendus à la hausse, après avoir déjà énormément augmenté, on est à plus 50% par rapport à 2014, à peu près plus 10% par rapport à l'année précédente, dans certains pays, plus 36% sur l'année, c'est près de la Finlande, et à peu près le même ordre de grandeur pour la Suède, donc tous les pays limitrophes, si vous voulez, ou qui ont des enjeux géopolitiques forts avec la Russie. Donc on a une incertitude très forte. Il faut revenir aux questions effectivement de base. Donc la sécurité, c'est des questions de base et les marchés aujourd'hui, le price. Et donc ça, c'est un gros vecteur de volatilité chez nous. Et on le retrouve sur les actions, Mathias l'a dit, mais également sur les obligations. Parce que si on n'est pas capable de tenir nos budgets, et une augmentation du budget de défense, on ne sait pas exactement comment on le financera, si ce n'est par des dépassements de budget et donc un creusement des déficits, ça va nécessairement mettre plus d'obligations, donc plus de produits, plus d'offres sur la table, et ça risque fortement de créer de la volatilité sur les obligations également. Donc on ne sait pas trop où se cacher, et vous avez raison Lorraine, probablement il va falloir commencer à être un petit peu plus sophistiqué. Donc si on démarre dans l'investissement des règles assez simples comme éviter la FOMO, le DCA sont des bons conseils. Si on a des portefeuilles qui commencent à être un peu plus construits sur des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, là, on peut commencer à se poser des questions sur la mise en place d'outils un peu plus techniques, voilà, comme des produits structurés qui vont vous protéger
d'une volatilité, ce qui vous permet de garder une exposition, pas dénaturer vos portefeuilles et continuer à investir avec des protections qui semblent justifiées. Bon, on prend un pas de côté. On regarde quand même ce qui s'est passé côté marché, notamment la semaine dernière. L'Europe continue de surperformer les États-Unis. On a envie, factuellement, d'être content, mais on voit bien que les investisseurs commencent sérieusement à s'inquiéter de l'état de l'économie américaine. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'on regarde dans le brouillard médiatique et le flot d'informations ? Mathias, qu'est-ce que vous retenez ? Bien, d'abord que les résultats d'entreprise en Europe ont été plutôt bons. On est quand même sur un cru de résultats d'entreprise qui ont été positifs, plutôt bien reçus, y compris en France. Donc ça, c'est un facteur de stabilité pour l'Europe en ce moment. Ensuite, le plus gros facteur probablement pour l'Europe actuellement, c'est la capacité de l'Allemagne à relancer son économie par de l'investissement. Donc c'est vraiment la question là des prochains jours. C'est-à-dire, est-ce que le nouveau chancelier allemand va être capable de mettre en œuvre une coalition, premièrement, rapidement. C'est un enjeu essentiel, alors que d'habitude, ça prend 60 jours, en moyenne. Hein. Et deuxièmement, ensuite, est-ce que cette coalition sera capable de relancer la stratégie d'investissement d'Allemagne ? Ça, c'est un repère essentiel. Si l'Allemagne relance son investissement, on peut partir du principe que ça aura un impact très positif sur l'Europe. Ensuite, vous avez de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, la situation américaine, puisque le S&P 500 a encore reculé la semaine dernière, alors que le Stoxx 600 européen, lui, a progressé. C'est évidemment la question de l'inflation et de la confiance du consommateur. Là, on le dit depuis 2 mois sur ce plateau, la politique protectionniste du président Trump peut être favorable aux entreprises, mais défavorable aux consommateurs américains à cause du retour de l'inflation. Les consommateurs commencent à le dire d'ailleurs, puisque la semaine dernière, on a vu une confiance du consommateur américain qui était en baisse, qui était avec des commentaires plutôt négatifs. Donc c'est vraiment la capacité du président Trump à équilibrer sa politique économique entre consommateurs et entreprises américaines qui va être scrutée dans les jours qui viennent. Donc pour moi, c'est vraiment l'Allemagne. Est-ce qu'elle relance ses investissements ? Les États-Unis, est-ce qu'ils réussissent à juguler le retour de l'inflation et à continuer de soutenir la consommation ? Si on a des consommateurs américains au rendez-vous et qu'on a une Allemagne qui se relance économiquement plus fort que ce qu'elle fait depuis 2 ans, on a peut-être une belle perspective face à nous. Si ça n'arrive pas, là, il faudra éventuellement s'inquiéter, tout en n'oubliant pas que l'Europe a quand même du retard par rapport aux États-Unis depuis un peu plus d'1 an maintenant, et que ce retard peut être aussi rattrapé. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de base sur les marchés européens qui était un peu plus bas en début d'année. Cette inflation visqueuse, collante, qui complique un petit peu la stratégie de la Fed. Gustave, si vous pouvez nous résumer ça en quelques phrases. Oui, déjà, elle est factuelle. Donc, c'est 3,3 contre 3,1 sur le CPI de janvier, donc l'indicateur de la consommation. Donc, elle est bien là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour nous, investisseurs et épargnants ? C'est surtout la question. En fait, si vous voulez, l'inflation, ça vous donne de manière assez prédictible le niveau de vos taux futurs. Et il se trouve que les marchés, c'est un facteur d'anticipation, ou c'est un moyen d'anticipation. Il y a encore quelques mois, on anticipait 4 baisses de taux pour la Fed de 0,25 pour l'année. On est déjà plus qu'à 2, avec un 70% de certitude, parce qu'on probabilise tout ça, et donc plus que de 0,5. Donc on voit bien que cette inflation, elle a déjà des conséquences sur les baisses des taux, et ces baisses des taux, in fine, c'est pas que pour les nouveaux emprunts. Donc parfois, quand on pense taux, on pense au nouveau crédit hypothécaire ou au nouveau crédit à la consommation. Mais en fait, pour les entreprises, il s'agit surtout de refinancement. Et vous avez 1,3 trillion, milliers de dollars, si vous voulez, qui vont être refinancés dans les 4 prochaines années. Et ces taux-là, si vous voulez, ils vont avoir un impact colossal sur ce refinancement. Aujourd'hui, sur la base de taux sur laquelle on serait en moyenne à 200 points de base au-dessus de leur niveau de financement actuel. Donc, imaginez le choc pour ces entreprises. Et là, je vous parle uniquement pour l'investment grade, donc les entreprises qui ont une bonne notation. Imaginez le choc de financement et donc de rentabilité pour ces entreprises. Il y a des gens qui sont amusés à comparer, si vous voulez, les effets de ces taux par rapport aux effets des politiques fiscales voulues par Trump, très incitatives. C'est très simple. Si on prend 100 points de base, donc on arrive à 5, on est à peu près à 4 aujourd'hui en moyenne pour ce type d'entreprise, et ça annulerait tout simplement l'ensemble des baisses d'impôts. Donc vous voyez l'importance de cette inflation pour les investisseurs, et que ce soit les investisseurs actions évidemment et les investisseurs obligataires. En parlant d'investisseurs,
parlons du GOAT. Parlons de Warren Buffett, qui a donné quelques conseils à Donald Trump dans sa lettre aux actionnaires. C'était ce week-end, d'ailleurs, vous pouvez retrouver évidemment cette lettre en ligne. Warren Buffett, qui lui, de son côté, garde du cash, et beaucoup de cash, Gustave. 334 milliards de cash. Vous avez un petit graphique d'ailleurs qui continue d'augmenter. C'est pas du tout l'approche de de Warren Buffett. C'est pas du tout son approche. C'est un investisseur action qui cherche à investir dans les actions de qualité. Il a plutôt une approche bottom-up, donc il cherche à trouver des entreprises de qualité qui rémunèrent bien. C'est pas Picsou. Il aime pas être assis sur ses pièces. C'est pas le monsieur qui va avoir raison sur l'économie mondiale ou sur le prochain gouvernement à retourner. C'est un investisseur action. Enfin voilà, ses participations connues, c'est Coca-Cola, Heinz, voilà, des actions stables qui rémunèrent bien ses actionnaires, même s'il a été aussi plus récemment dans Apple, qu'il a d'ailleurs massivement vendu. Donc, ce n'est pas du tout dans son ADN d'avoir ce stock de cash. Il y a plusieurs phénomènes explicatifs, mais on parle de 334 milliards. J'ai voulu juste vous donner quelques ordres de grandeur. C'est à peu près 14% du CAC 40 dans son ensemble. C'est 3 fois Total et c'est 100% à peu près de LVMH à aujourd'hui. Ça vous donne un ordre d'idée du cash qu'il a dans ses mains. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire qu'il n'est pas forcément hyper enthousiasmé par le niveau de valorisation du S&P 500 aujourd'hui, 67% à peu près au-dessus de sa moyenne historique. Mais on peut aussi se dire qu'il trouve que finalement, la rémunération d'autres actifs, et notamment des obligations américaines, qui rémunèrent à peu près 200 points de base de moins, en tout cas sur les obligations 10 ans, que l'inflation, sont plutôt attractives pour rémunérer du cash et donc ne pas prendre de risques. Donc, on a quand même quelqu'un qui est dans une position inhabituellement attentiste, et qui a la fâcheuse tendance à ne pas se tromper. Donc ça peut être assez intéressant à suivre. C'est une manière de se couvrir, donc de reporter, si vous voulez, ces investissements, on en parlait tout à l'heure, sur d'autres classes d'actifs peut-être un peu moins volatiles et qui offrent un premium sur l'inflation. C'est évidemment pas la seule. Il reste quand même investi. Et il continue évidemment à chercher les bonnes opérations. Il serait intéressant de voir si à un moment donné, d'ailleurs, Warren Buffett commence à investir en Europe. Parce que quand on a autant de cash et qu'on a une zone géographique qui a un potentiel en 2025 de reprise qui est l'Europe, ça pourrait être intéressant de voir si à un moment donné il ne vient pas là-dessus. Une remarque peut-être sur ce qui l'a amené à avoir autant de cash. Un investisseur en général, c'est le cas de Warren Buffett, a un prisme de lecture du monde et de l'économie sur lequel il investit. Et il est clair que ces dernières années, depuis le Covid entre autres, mais pas que, avec l'IA, le Covid et Trump, on a un basculement du modèle économique mondial en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient stables depuis 40 ans, des mécanismes qui étaient stables depuis 40 ans, qui sont bouleversés en ce moment. Il n'est pas exclu que Warren Buffett et ses équipes soient aussi perturbé par ce changement du monde, qui est extrêmement brutal par rapport à tout ce qu'on a connu quand même économiquement depuis 4 ans. Donc il est peut-être aussi perturbé par ça, et ses conseils, pour pas dire remontrances, à l'égard de Trump ce week-end, sont aussi peut-être le signal de ça. C'est-à-dire qu'il aimerait bien retrouver un système économique qu'il comprend, Warren Buffett, sur lequel il peut agir aussi facilement qu'avant. Et Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette clarté, pour l'instant, il ne la donne pas du tout. Donc ma conviction reste la même. Trump 2 sera contraint d'adapter sa politique économique plus vite parce qu'il ne peut pas se permettre de ralentir les marchés financiers. Un système économique compréhensible. Et puis aussi, dans cette lettre aux actionnaires, vigilance sur l'importance d'avoir une monnaie stable. Un des messages aussi que Warren Buffett a fait passer à Donald Trump. Messieurs, j'ai besoin de vous quand même pour finir ce décryptage. On a besoin de vous toucher un mot quand même de ce braquage à la crypto de ce week-end. Je vous donne un petit peu de contexte. On parle d'1,5 milliard de dollars volés sur la plateforme Bybit. C'est à date le plus grand braquage. Gustave, en 3 mots, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Je trouve ça assez intéressant que ça arrive encore en fait. On est dans une phase d'institutionnalisation de la crypto. On a quand même la première puissance économique mondiale qui annonce créer une réserve de crypto, et c'est fortement probable. Et on voit que c'est quand même des actifs qui restent pas si peu risqués que ça. On parle souvent du risque de volatilité, mais il y a aussi le risque de détention. Et donc, si vous voulez investir en crypto, posez-vous bien la question de comment vous détenez vos crypto-actifs. Je pense que c'est ça que ça nous rappelle. Là, en l'occurrence, on était sur des cold wallets, donc plutôt une version relativement sécurisée, contrairement à des hot wallets qui seraient du coup on-platform. Donc clairement, ça rappelle cette question. Aujourd'hui, il y a des ETF qui vous permettent d'investir sur les cryptos. Ces ETF supposent donc que ceux qui les émettent, par exemple BlackRock, vont être garants de la détention de ces actifs. C'est peut-être une approche plus sécurisée que de les détenir sur des plateformes qui, on le voit,
ont des failles de sécurité systématiques. Là, ça n'a rien à voir avec toutes les fraudes, je tiens à le préciser, des plateformes. C'est la plateforme qui en est victime. Donc, c'est pas du tout pareil que les fraudes qu'on a pu noter sur les 2-3 dernières années, mais 1,5 milliard d'euros ou de dollars qui viennent d'être braqués. Et ça concerne en particulier Ethereum. Mathias, votre regard sur ce braquage au moment où Bitcoin était en train un petit peu de retrouver de la couleur? La première chose qu'on peut dire, c'est que à ce stade, ça n'a pas d'impact systémique. C'est-à-dire que c'est pas en train de se diffuser. Bybit est manifestement capable, en tout cas ils l'ont dit, de couvrir cette perte. Ça n'a pas bloqué les retraits, ça n'a pas créé de mouvement de panique des clients. Donc, par rapport au cas précédent de ce type de situation, l'impact semble être bien plus contrôlé par Bybit que ce qu'on aurait pu imaginer, ou en tout cas ce dont on aurait pu avoir peur. Donc, la première chose, c'est ça, c'est que pour l'instant, l'impact semble être contenu. Maintenant, techniquement, je ne sais pas, moi, ce qui a permis ce braquage. On peut imaginer, évidemment, qu'avec l'implémentation de MiCA en Europe, petit à petit, les acteurs en Europe soient de moins en moins victimes de ce type de situation, parce que au fur et à mesure que tu rentres dans un écosystème régulé, eh bien, ta capacité à mettre en place des processus qui vont empêcher ce type d'événement de se produire est vachement renforcée, en fait. Et le focus des dirigeants de ces plateformes aussi doit être forcément tourné vers la sécurité et la conformité dans les semaines et les mois qui viennent, ça c'est certain. Et après, je ne peux qu'encourager les banques, qui sont des acteurs déjà régulés, à investir cet écosystème et permettre la détention de crypto, comme on le fait chez Trade Republic pour les particuliers, parce que au plus des acteurs régulés viendront là-dessus, au plus les autres acteurs qui ne sont pas encore régulés auront un intérêt à se réguler aussi. Donc c'est un ensemble d'actions que l'écosystème doit entreprendre. Et là, les banques, il est peut-être temps de s'y mettre, tout simplement. Bybit, headquarter à Dubaï, mais originalement à Singapour. Intéressant aussi la migration comme ça de ces sièges sociaux des entreprises dans les cryptos. Merci beaucoup, messieurs. On est au bout du temps, mais je pense qu'on a fait un bon travail de synthèse de l'actualité qu'on a besoin de maîtriser ce matin. Merci beaucoup à tous les deux. Vous venez d'entendre Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic, et Gustave Sonden, le cofondateur de Colbert, avec nous le lundi au décryptage.